Les troupes d'assaut ont revêtu leurs masques à gaz. Des vapeurs de chlore émanent des trous d'obus. Du beau travail, très précis. Il est loin le temps des bonbonnes des premières attaques au gaz d'avril 1915, quand le général Weygand, faute de mieux, recommandait aux soldats d'avancer dans la nappe, un mouchoir humide sur la bouche. Plus vite vous y serez, disait-il dans un télégramme, plus tôt vous en serez sortis. L'état-major français est encore dérouté par les attaques au gaz. L'industrie française n'en fournit pas encore assez sous forme d'obus. Les Allemands profitent de leur avance technique. Ils enfument. Ils étouffent l'ennemi. Pas d'ambulance pour traiter ces gazés qui deviennent aveugles, suffoquent, incapables de marcher, de se tenir debout. Les médecins ne savent pas les traiter. Les masques, distribués à la troupe, se sont améliorés, mais ils ne sont pas parfaits, et surtout ils constituent dans l'assaut une gêne insupportable. On ne voit rien dans leur lucarne, on ne respire pas dans leurs tuyaux. Les petits ânes venus d'Algérie, les chevaux, les mulets qui apportent aux premières lignes les vivres et les munitions, meurent en masse, pris par les gaz, faute de pouvoir respirer. Les troupes d'assaut avancent lentement, observant les cadavres ensevelis dans les décombres. Ils ont ordre de ne pas secourir les blessés nombreux qui gênent dans les abris défoncés. Rien ne doit retarder leur avance. Le secteur est encagé. Impossible de recevoir des renforts, impossible aussi de reculer. La résistance se prolonge toute la journée. Les pertes dues au gaz. Vous observerez que le nombre de morts, même s'il est élevé, n'est que de 8000. Il faut se rappeler que certaines batailles de la journée, comme la bataille de Rossignol en 1914, 28 000 morts dans la journée. 28 000 morts. Bon, là, c'est 8 000. Mais regardez la différence entre le nombre de tués et le nombre de blessés. 190 000 blessés. Le ratio habituel dans les combats, c'est 1 mort, 4 blessés. Donc, vous voyez, pour les pertes françaises au total, 1 400 000 morts, et on est à près de 5 millions de blessés, multiplié par 4. Ben ici, c'est multiplié pratiquement par 22, 23. C'est incroyable. Alors, 190 000 blessés, eh bien, le problème, c'est que la plupart vont contracter, évidemment, la tuberculose. Dans ces organismes fragilisés, la résistance aux bacilles est beaucoup moins grande. Alors, il s'agit de lutter activement contre la tuberculose. L'importance du problème, c'est, outre les cas dans la société civile, Monsieur Montes en parlait, il n'y a pas que les gaz qui ont provoqué la tuberculose ou qui ont conduit à avoir la tuberculose. C'est que même dans les tranchées, eh bien, ils attrapaient la tuberculose. Ils ne prenaient pas des douches tous les jours. Donc, 190 000 combattants blessés sont renvoyés dans leur foyer. Donc, on a la combinaison entre les effets du gaz plus la tuberculose. La faiblesse de cette lutte en France, l'absence de médicaments efficaces. Il n'y a pas d'antibiotiques. Et une conception particulière des soins basée sur l'isolement des malades. La tuberculophobie, c'est-à-dire qu'on l'évacue pour qu'il ne... Comme il est contagieux, on ne veut surtout pas provoquer la propagation de la maladie. Alors que les Anglais, vous allez voir, ont eu une conception différente. Ils ont créé, eux, des villages sanitaires. Depuis 1918, il y en a à Upper Hall, mais il y a aussi, surtout, le plus célèbre, c'est le village de Papworth, du côté de Cambridge. Et là, les villages sanitaires ont l'avantage, c'est qu'ils accueillent la famille et le malade. Donc le malade non seulement n'est pas isolé, mais il est avec sa famille, donc il est placé dans des dispositions psychologiques infiniment plus rassurantes et qui permet des soins beaucoup plus faciles et beaucoup plus efficaces. Alors en 1922, le professeur Léon Bernard, un éminent il avait la tuberculose, un spécialiste physiologue, membre de l'Institut. Et il est séduit par cette idée des Britanniques, qui est en opposition avec les idées de ses collègues français. En 1925, donc, il contacte Albert Delsuc, et en 1925, ils y retournent tous les deux. Voilà le village de Papworth, comme il se présentait à l'époque. Vous verrez des images semblables après à Clairvivre. Vous voyez, le malade, il est avec sa famille. Il est en train de prendre tranquillement. Ah, nous, en France, il serait avec un bon coup de vin rouge, mais là, ils prennent le thé, les Anglais.
ils n'ont pas encore été touchés par la civilisation viticole. Mais toujours est-il qu'ils sont en famille. Ils sont tranquilles. L'élaboration du projet. Pour lui, professeur Bernard, il dit qu'il n'y a que la FNBPC qui peut faire quelque chose. Donc, Albert Delsuc est parfaitement convaincu de l'intérêt de cette méthode. Donc, c'est lui qui va, convaincu, s'engager dans la réalisation et il va exposer ça à ses collègues donc de la FNBPC. Et c'est lui donc qui est la réalisation du projet. C'est effectivement un projet, c'est une réalisation. Ça doit être et ça peut être et ça doit être la grande fierté de la FNBPC, c'est de réaliser Clair-Vivre. La Fédération des blessés du poumon donne son 11e congrès national à la Maison de la Mutualité à Paris. Albert Delsuc à la tribune. Aujourd'hui, je me trouvais au milieu aussi de la science. Alors j'imagine l'émotion de sa belle-fille et de sa petite-fille en entendant la voix de grand-père. Voilà, eh bien, Albert Delsuc est en train d'exposer cette idée-là et il va bien sûr convaincre tous ses collègues. Alors, qui est Albert Delsuc? C'est un moustachu, un homme qui a la bonne chair, me disait-on à table. D'ailleurs, il n'a pas du tout une silhouette de Scandinave, comme moi d'ailleurs. Il aimait la vie, et c'est ça qui est important. Un orateur extraordinaire. Il est né en 1893 à Villefranche du Périgord. C'est un ancien combattant qui lui aussi, bien qu'il fût à l'origine réformé, eh bien malgré tout, c'est un patriote et il veut aller défendre son pays. Il est gazé pendant le conflit, donc il est démobilisé puisqu'il est blessé. En 1923, c'est un homme de famille, c'est une famille de gauche, adhère à la FNBPC. En 1924, il est élu secrétaire général. C'est un homme de caractère, animé de réelle et grande motivation humaniste. C'est un hyperactif. Il sera la cheville ouvrière pour la conception et la réalisation de Clair-Vivre. Villefranche du Périgord. C'est un extraordinaire organisateur. C'est un remarquable gestionnaire. Ici, dans son bureau à la FNBPC, que certains ont dû connaître. Il y a les blessés du poumon. Et il va rencontrer, il va voir le docteur Hasman. À peu près 75 000 adhérents vers 1932-1934, ce qui est quand même considérable et ce qui donne à la fédération des moyens importants. En 1930, la Fédération des blessés du poumon s'installe dans le 13e arrondissement de Paris. Sur les directives du docteur Robert-Henri Hasman, un dispensaire y est construit. Les blessés du poumon sont devenus des tuberculeux chroniques. Ils s'ajoutent aux nombreux malades issus de la guerre et de la pauvreté. Albert Delsuc est le secrétaire général de la Fédération depuis 1924. En 1914, il s'était engagé comme volontaire. Gazé, la tuberculose atteint ses poumons. Cette expérience personnelle le sensibilisera à la lutte contre la terrible maladie. Alors l'esprit du projet, c'est ce qu'on appelait à l'époque la cité-jardin, qui permet aux pensionnaires de mener une vie familiale et professionnelle tout en étant soignés. C'est-à-dire que ce sont des villas, des villes, avec beaucoup de verdure. Et c'est l'époque de ces cités-jardins, comme on les trouve encore. Moi, j'ai personnellement habité à Drancy, dans la partie juste à côté c'est la cité de l'Admette, où avaient été rassemblés les Juifs en voie de déportation, mais qu'on trouvait aussi au Plessis-Robinson. Donc c'est une cité modèle qui va servir pour la lutte contre la tuberculose.
C'est un lieu de transition pour les malades. Hein. Ils sont en convalescence, ce n'est pas là qu'on va les soigner de manière active, immédiate, hein, mais ils sont en convalescence, en voie de guérison, et surtout, on va leur permettre de travailler. Et c'est par le travail qu'ils vont trouver la sortie, hein, de leur état de malade. Ainsi, sera facilitée leur réintégration dans la vie civile, dans la vie sociale. Le malade se retrouve ici, en famille. Hein. Il a des activités à l'aune de ses capacités, un travail qu'il va soit apprendre, soit poursuivre dans le domaine qui était le sien. Lors du congrès de la FNBPC en 1929, l'étude du village sur le modèle de Papworth est présentée. Et en juin 1930, c'est le Sénat qui a voté un budget de 60 millions pour cette cité. Alors la question, c'est que les 60 millions ils vont être versés au ministre de la Défense, qui ne va en rétrocéder que 40, hein, parce que, bien sûr, ça ne facilitera pas les différents travaux originels. Alors les autres acteurs principaux, si Albert Delsuc est évidemment la cheville ouvrière, les deux autres, donc c'est Haussmann. Il est très engagé politiquement, il est parmi les hygiénistes, il sera chef de cabinet d'Henri Sellier, qui est ministre de la Santé du gouvernement Léon Blum, qui était un communiste. C'est un ancien pilote de chasse, et qui lui aussi a été blessé. Il est inspecteur de l'hygiène de la Seine, donc il va élaborer le programme pour cette cité sanitaire, programme médico-social, mais c'est surtout médical. Et puis, il restera après dans la région parisienne. Et les médecins qui se succéderont à Clerville seront des médecins locaux. Et on en trouvera un notamment qui s'appelle Keroy, qui est Paul Keroy, qui est le grand-père de l'actuel médecin, docteur de Charles-Cuba. Concepteur sur le plan médical de Clervivre, le docteur Robert-Henri Haussmann est lui aussi un ancien combattant. Né à Paris le 15 septembre 1897, engagé volontaire à 17 ans, il devient pilote de chasse. Il est blessé au cours d'un combat aérien en 1918. Homme de gauche, il deviendra le chef de cabinet d'Henri Sellier, ministre de la Santé de Léon Blum. Si vous aviez demandé à Haussmann de se définir lui-même, il ne se serait jamais défini comme un médecin. Parlant de lui-même, il se définit comme un médecin sociologue, avec l'accent naturellement beaucoup plus porté sur le sociologue que sur le médecin, ou encore comme un travailleur social, ou encore comme un urbaniste social. Si je voulais dire ce qui intéresse Haussmann, ce que sera, si vous voulez, le but de sa vie, ce sera de remplacer l'hygiène par la santé, par la médecine sociale. Je m'explique. L'hygiène, c'est une conception négative. C'est-à-dire que quand on dit hygiène ou lutte, on essaye de poser un coup d'arrêt. C'est une politique défensive. On se défend contre une agression extérieure, contre une pathologie extérieure. Haussmann, c'est pas du tout ça, et plus généralement, la médecine sociale au sens sociologique du terme, c'est concevoir la santé comme un état de bien-être, c'est-à-dire les définitions actuelles. Santé égale bien-être. Donc, quels sont de peser sur l'ensemble des facteurs qui conditionnent le bien-être et qui peuvent permettre de majorer, d'augmenter l'état de santé d'une population. L'architecte urbaniste Pierre-Louis Maurice Forestier était né en 1902. C'est pour dire qu'en 1929-30, c'est un jeune homme, hein. Et lui aussi était très engagé dans le milieu hygiéniste. Il fait l'École nationale supérieure des beaux-arts, puis suit des cours à l'Institut d'urbanisme, et il est chargé par Haussmann d'étudier la réalisation du projet de ville sanitaire. Il devient l'architecte de la FNBPC en 1930. Il est décédé en 1989, c'est relativement récent, à Clerville. Alors le projet urbain, composé de 3 types de quartiers, voilà le projet de la FNBPC, pour vivre, guérir,
travailler, vous voyez, dans un esprit communautaire. Il s'agit d'articuler ces trois activités, j'ose dire. Ça conduit à un plan de zonage des activités. Vous voyez, la cité de Clerville, une zone résidentielle, une zone médicale et une zone professionnelle. Ça, c'est les plans d'époque. Hein. Vous voyez, les spectacles, les magasins, l'hôpital, garage. Alors la zone résidentielle, c'est une zone composée de pavillons, 175, mais il y en aura beaucoup plus de construits, 178, séparés, construits sur un terrain en pente, favorablement orienté, comme vous pouvez l'observer, plein sud, merveilleusement installé, entouré de verdure, des pavillons confortables, à l'architecture avant-gardiste, où le béton est omniprésent, pour permettre aux patients de vivre avec leur famille. Voilà une coupe d'un pavillon. Imaginez ceci en 1930, quand dans les fermes à côté, ils en sont encore souvent avec de la terre battue. Une zone santé, avec le grand hôtel sanatorium et un dispensaire hôpital où les malades reçoivent des soins. Une zone professionnelle, c'est très important, la question du travail. De nombreuses activités y sont ainsi prévues. L'imprimerie qui sera quelque chose de remarquable, une menuiserie, une serrurerie, un garage, une buanderie, une imprimerie, des abattoirs. Vous voyez que j'avais déjà souffert, ça fait la 8e ou 20e, 150e fois que je vois ce diaporama, je m'aperçois que j'ai écrit 2 fois une imprimerie. Ah oui, un naufrage, c'est la vieillesse, c'est un naufrage. Une sagesse. Surtout, même les bêtises deviennent des sagesses. Mais aussi des bâtiments administratifs, une centrale d'épuration, un système d'adduction d'eau. Ils iront chercher l'eau à 15 km dans l'Auvézère. Une centrale électrique, des commerces, des grands magasins, des écoles, une ferme et des cultures. Donc au final, et puis une partie centrale, administrative. Au final, c'est une petite ville, totalement autonome, organisée de part et d'autre d'une avenue principale pour accueillir des malades, comprenant pour la partie logement un bâtiment de 200 chambres pour les tuberculeux célibataires et les visiteurs, et 175 pavillons, ce qui donne au total 340 logements destinés aux malades et aux familles. La réalisation du projet. Voilà, ça c'est ce qu'on avait sur le plan intellectuel. Dans un premier temps, il faut chercher un endroit. Et ça, comme on parlait de la tuberculophobie, ça ne va pas se faire tout seul. Comme Albert Delsuc est un périgordin, il choisit de construire la cité en Dordogne, sa terre natale, dans laquelle il a des relations politiques. Mais le projet est accueilli avec méfiance et une vive hostilité par la population de la région, notamment de Cubjac, à peur de la tuberculose. Il réussit à louer toutefois des terrains, 43 hectares, sur le site de Bellegarde, près de Salagnac, dans le domaine de la forêt de Borne. Il y a toujours la forte crainte de la contagion de la tuberculose. Ultérieurement, 45 hectares devront être achetés. Là, ce n'est plus la fédération qui ne peut plus assurer la gestion, donc il crée une société, la société La Maison des Blessés du Poumon, la SMBP, dont l'administrateur est Albert Delsuc. Les travaux. Ah, ça, c'est des travaux pharaoniques. Il commence en avril 1931. Et c'est l'architecte Pierre Forestier qui va diriger le chantier. La cité est appelée Clerville, est intégrée à la commune de Salagnac. Alors, ils sont des centaines et des centaines à venir travailler ici, des gens qui arrivent de tous les horizons. Il y a, bien sûr, des Français, notamment des Alsaciens, parce que l'entreprise qui est chargée des travaux vient d'Alsace, mais il y a aussi des gens qui viennent d'Albanie, d'Italie, des Espagnols, des Tchèques, des Allemands. Alors, les fermes des environs se transforment
en restaurant, en hôtel-restaurant. Ah, mais attention, les gens dormaient plus souvent dans les granges que dans des chambres des gîtes. Mais ils étaient très heureux de participer comme ça à la vie locale. Alors visitons ce chantier digne des Égyptiens antiques. Voilà le site de Bellegarde à l'origine. Vous voyez que la seule ferme qui existait, elle est là. Donc imaginez que tout cela aujourd'hui est construit. Donc c'est la route que vous avez empruntée déjà à plusieurs reprises qui traverse la photo là. Tout est à inventer. C'est vraiment ce qu'on appelle une création ex nihilo. Les routes, l'assainissement, l'alimentation en eau, le réseau électrique. Donc on installe des petites voies ferrées et puis on va utiliser des wagonnets pour transporter les matériaux, les matériels. Ici, on fabrique des charpentes. Alors il y a du bois quand même. Parce que ne serait-ce que dans les pavillons, dans les hôtels, dans les grands magasins, là, il y avait des réalisations en bois. Terrassement et wagonnets de transport de matériaux, donc en 1931, vous voyez, c'est au début des travaux. Donc tout se fait à la main. Peu de gros engins et pourtant il y en aurait bien besoin. Ouais, la pelleteuse, aujourd'hui, dès que vous allez à Kiloutou, vous avez un petit engin pour faire vos travaux de terrassement. Alors là, c'est l'instrument merveilleux, c'est la brouette. Alors beaucoup de brouettes sont réalisées, beaucoup de travaux sont réalisés à la pelle, à la pioche et à la brouette. Et alors, il va y avoir un phénomène criminel d'une extrême gravité, c'est la disparition des brouettes. Parce que les brouettes qui avaient été achetées, des superbes brouettes, toutes neuves et puis tout, et il y avait une évaporation, une migration de brouettes. Il y avait 1, 2 brouettes, 3 brouettes qui disparaissaient, au point que les chefs d'équipe étaient obligés de monter des services de surveillance pour éviter que les brouettes ne s'évaporent ou ne migrent sous d'autres latitudes. Elles n'étaient pas perdues pour tout le monde, rassurez-vous. Terrassement à la pelle mécanique. Alors, la roche à fleurs, évidemment, donc tous les travaux sont faits avec le marteau-piqueur, les explosions, jour et nuit. Ils travaillaient jour et nuit. Et calibrage de la voie principale, vous pouvez observer, pas si vous reconnaissez, ça a bien changé. Les fameux rouleaux, les cylindres, ouais. Tracé d'une voie secondaire à l'intérieur, donc les ruelles, les rues qui servent à rejoindre les différents pavillons. Pour la première fois, une ville est construite en béton armé. Bon, ensuite, il est venu, les gens de plus en plus, ils ont dit, mais ils embauchent. Il paraît qu'ils embauchent. Alors tous les gens venaient travailler à Clermont, il paraît, on leur donnait une pioche et une peste, ils travaillaient, allez, vas-y. Et beaucoup de gens sont venus, ils venaient de loin, même de 15 km à l'époque. Les édifices. Alors ici, il y a la station de concassage, on fabriquait bien sûr des agglomérés. Fondation des pavillons. Ce sont des ouvriers italiens. Les Italiens, vous les connaissez, leur réputation n'est plus à refaire. Ça a toujours été de remarquables bâtisseurs, donc des maçons de très grande qualité. Et c'était eux qui étaient chargés de la réalisation des pavillons. Imaginez que les travaux commençaient en avril 31, 2 ans après, c'est réalisé. À l'époque, la cure d'air et de soleil fait nécessairement partie de la thérapie. Le dispositif architectural découle donc de ce cahier des charges. Dans l'esprit des promoteurs, le bien-être des habitants n'est qu'un des aspects de l'utopie. Il préfigure une société exemplaire. Un homme nouveau, issu des décombres de la Première Guerre mondiale, doit naître là,
dans les profondeurs du Périgord. Les fondations de l'hôtel, la réalisation de la base du bâtiment, avec quand même. Vous aviez les échafaudages comme ça, tout en bois, extraordinaire. L'hôtel sanatorium. Et souvent, vous observerez les colonnes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont construites sur les parois. Tout repose sur des piliers. L'équilibre et la force de l'édifice reposent sur ces piliers, précisément, ces colonnes. Frappé, c'est quand j'ai vu l'hôtel, le grand hôtel, en planche, quoi. À la hauteur qu'il a maintenant, il avait tout fait en planche, vous pouvez monter en haut avec les escaliers. Alors là, ça m'a frappé, mais on a dit. Alors, si l'utilisation des crédits est suivie bien sûr avec attention, les visiteurs sont nombreux pour venir voir cette cité en construction. Et les travaux avancent. La partie centrale prend forme. Vous reconnaissez déjà l'arrondi qui seront... Cette partie sera les magasins généraux qui est aujourd'hui le CRP. Vous voyez ce que je vous disais, tout est colonnes, piliers. Donc tout repose sur les piliers. Les magasins généraux, achevés pratiquement en 1933. Le dispensaire hôpital, achevé en 1933, bien le gros œuvre, parce qu'il y a quand même tout un intérieur à équiper. Une centrale électrique avec 7 groupes électrogènes, 6000 CV. Hein. Luminaire public, ouais, pas un seul fil visible. Imaginez en 1933, dans les fermes, ils sont encore avec les lampes à pétrole. Hein. Et là, ils ont l'électricité à gogo. Électricité, ils auront l'eau, ils auront le téléphone. C'est vraiment extraordinaire. La station de pompage, c'est directement sur l'eau Vézère. Vous voyez, donc depuis l'eau Vézère, on fait toute une installation. Et imaginez aussi que c'est M. Forestier, cet homme de 30 ans, même pas, qui va concevoir tout cela. Alors si Albert Delsuc était un grand bonhomme, Forestier était aussi un très grand bonhomme. Hein. Fonctionnement et vie de la cité pendant la période 33-39. Alors, à l'unanimité, les habitants qui viennent s'installer sont émerveillés par le confort. L'électricité, l'eau courante, le téléphone, les pavillons bien orientés permettent aux malades de profiter des bienfaits du soleil. Ce sont des maisons à la campagne, on dirait, comme aurait dit Alphonse Allais, c'est une ville à la campagne. Alors, nous sommes arrivés à Clairvivre en octobre 1933. À la suite de... Mon père habitant Toulon, on habitait Toulon, et mon père a su qu'il se faisait cette cité où, malade des poumons, il allait pouvoir vivre avec ses enfants en famille. C'est-à-dire qu'il d'ailleurs était très attaché à ses enfants, ce qui est normal, mais on allait pouvoir vivre ensemble. Vous avez observé la cigarette aussi, c'est pas mal. D'abord, on était toute une bande de gosses avec beaucoup de place pour jouer, beaucoup de soleil. Et puis, il y avait quelque chose de curieux, c'est qu'on venait d'à peu près
tous les coins de France. Et alors on avait de grandes fêtes dans le grand hôtel à ce moment-là. On était déguisés, on faisait des grands carnavals. Et on était très très heureux les enfants là-bas. Pour moi, je peux dire que c'était presque un petit paradis. Oui, Clairville, c'était... En parlant de Clairville, moi, c'était lumière et soleil qu'il n'y avait pas forcément ailleurs. Donc une vie sociale presque normale. Prenez le café, là. On n'imaginait pas que des tuberculeux puissent vivre dans des conditions comme celle-là. Le cinéma. Nous sommes là-bas, au fond, vous avez encore un de ces deux appareils de projection. Là où vous avez déjeuné, salle à manger de l'hôtel avec des serveurs en nœud pape. Alors Noël, c'était une très grande fête, ils avaient de très beaux cadeaux. L'hôpital, avec des sœurs. Un accueil donc plein de douceur et de gentillesse. Et comme malheureusement les soldats gazés vont disparaître progressivement, eh bien, il va une évolution vers un sanatorium classique. À la radiologie, les pneumothorax, qu'on ne rigolait pas avec les soins, hein. Chambre spacieuse et claire, une orientation pour permettre l'exposition au soleil. Ouais, mais on n'a pas encore conscience. Ouais, les pauvres, certains, il leur restait tout juste un demi-poumon, ils tiraient sur leur clope ou leur bouffarde. Le garage, il y avait des lignes de bus. D'ailleurs, quand vous circulez autour de Clairvivre, vous verrez le nombre de panneaux indiquant Cité de Clairvivre. Donc, il y avait les gens venaient, ou certains venaient travailler, ils venaient d'assez loin, ils venaient par le bus. Et il y avait des voyages organisés, ils sont allés au Maroc, ils sont allés en Italie, en Espagne. Voilà. Et c'était donc à partir des bus de la cité. Là, c'est la buanderie. Et la buanderie, c'était très simple, parce que vous imaginez la nécessité dans un établissement soignant des tuberculeux d'avoir toujours des linges et des draps en parfait état de propreté et d'hygiène. Donc tout ce qui était sale arrivait au dernier étage et ça descendait progressivement suivant les traitements subis. Et en bas, c'était le repassage et puis on remettait ça dans le courant. Les activités professionnelles, l'imprimerie. Il y avait 220 ouvriers au maximum, tout était calculé pour éviter les efforts importants. Donc l'idée, c'était effectivement, les gens, tout le monde essaie de travailler, mais en fonction de ses possibilités. La menuiserie, la serrurerie, et ça c'est la vie. Puis en 1937, la guerre civile sévit, fait rage en Espagne. Donc les républicains fuyant les gens de Franco, eh bien, ils se réfugient en France. Et les autorités françaises demandent à la cité de Clairvivre d'accueillir les républicains malades et blessés qui veulent se réfugier en France. Alors on réquisitionne des pavillons et des habitants s'organisent pour leur fournir l'aide demandée. Ils ne seront pas des centaines, hein. Ils ne seront même pas 20. Entre parenthèses, ils laisseront les maisons dans lesquelles ils ont vécu dans un état épouvantable. Leur fonctionnement et vie de la cité pendant la guerre 39-45, c'est l'évacuation de toute l'Alsace et la Moselle. Donc la Dordogne est désignée comme terre d'accueil pour le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. Les hospices civils de Strasbourg se replient sur Clairvivre et la majorité des services s'y installent. Alors, c'était des sommités, c'était une organisation absolument remarquable avec des gens de très très grande qualité. Alors l'hôpital peut accueillir 150 malades plus 435 places pour la maison de retraite et l'orphelinat. Alors donc il y a quand même une évolution, c'est plus tellement les tuberculeux, mais c'est pratiquement tous les malades.
Alors après l'armistice donc, de 40, les populations d'Alsace-Lorraine reprennent la route de leur région et en fin juin 1940, l'hôpital de Strasbourg regagne l'Alsace. Mais certains, pour ne pas vivre sous la coupe nazie, comme le professeur René Fontaine, refusant la domination, restent à Clervivre. L'hôpital est renouvelé en matériel, donc il devient un hôpital des réfugiés. Il est opérationnel en octobre 1940. Clervivre accueille de nombreux réfugiés, dont une des plus célèbres, Irène Joliot-Curie, la femme de Frédéric Joliot-Curie, un savant du Centre des études secrètes qui a dû s'enfuir de Paris avant d'être occupé par les Allemands. Elle cache le radium avec lequel elle a voyagé. Il était caché pas loin d'ici, là, et d'ailleurs, quand ils ont voulu l'évacuer, eh bien, le terrain reste encore radioactif. Alors elle promenait ça, elle avec dans son vanity case, sans doute, c'était quand même... Hein. Fin août 40, c'est la création de la Légion française des combattants. Toutes les associations sont dissoutes et elles sont englobées par la Légion française. Donc la FNBC est dissoute. Albert Delsuc ainsi que certains de ses collaborateurs doivent quitter la cité. Et ils sont remplacés par l'intendant général Poirel et son adjoint, le capitaine Selves, qui sont deux militaires qui seront de futurs résistants. Ils prennent la direction de Clervivre. La nouvelle direction engage de nombreux apprentis pour occuper les malades et continuer ainsi à faire vivre la cité. L'imprimerie travaille, publie notamment les thèses de doctorat des internes de l'hôpital, la documentation de la Légion et les documents de propagande. Bon. Alors la direction surtout ferme les yeux sur la présence de réfugiés israélites, de réfractaires au STO et de résistants. L'isolement dans les bois de la cité, la présence de tuberculeux facilite la création de mouvements de résistance et surtout interdit pratiquement la venue de policiers, de gendarmes ou d'Allemands. Ils ont peur de la tuberculose. Donc la tuberculose va se trouver comme un bouclier, paradoxalement. Les communistes et les employés des malades se rassemblent et constituent le groupe des francs-tireurs partisans français de Clervivre. À la fin de l'année 1942, c'est la formation de l'armée secrète qui s'organise dans le nord de Dordogne, et c'est la lutte contre les collaborateurs, les musiciens et la Gestapo. Alors, Selves, le capitaine Selves, forme les jeunes maquisards, et il devient suspect aux yeux des Allemands qui viennent le chercher à Clervivre en avril 1944. Et comme il a été averti, il a pris la fuite dans les bois, et c'est l'intendant général, Poiret, vous savez, les généraux, c'est beaucoup plus lent à la détente, si j'ose dire. Enfin, il reste pour faire face à ses responsabilités. Il est arrêté et comme ils n'ont pas pu arrêter Selves, eh bien, ils l'emmènent et il sera déporté et il ne reviendra pas. Selves lui prend alors sa place comme directeur de la cité, puis entre dans la résistance armée où il va constituer la 12e compagnie du bataillon Violette de la brigade RAC. Alors, cette 12e compagnie est née à Clervivre. Au mois d'août 1944, la compagnie participe à de nombreux combats au sein de la brigade. Et le capitaine Selves est tué du côté de Montpont, là, à la bataille du Pizou, avec 3 de ses hommes, alors qu'il portait secours à un maquisard, à un combattant blessé. Le professeur Fontaine, au service de la résistance, fait de l'hôpital des réfugiés l'hôpital du maquis. Il va soigner de manière incroyable, presque jour et nuit, les différents blessés. Et alors, évidemment, ce sont des travaux de chirurgie parce que très souvent, ce sont des blessures par balle. Alors, pour éviter d'être dénoncés ainsi par leurs blessures, apparaît une espèce de fièvre, c'est la maladie des coups de fourche. Ils sont très maladroits dans la région, ils se donnent des coups de fourche. Alors, au lieu d'inscrire blessure par balle, ils mettent blessure par coup de fourche. Hein? Le pavillon psychiatrique cache des Israélites, des réfractaires au STO et des résistants recherchés. Lorsque les blessés ne peuvent pas être transportés, leur état étant jugé trop grave, on inscrit sur la porte de leur chambre « typhus ». Évidemment, comme c'est une maladie très contagieuse qu'on soigne très mal,
eh bien, aucun policier n'ose ouvrir la porte pour ne pas attraper le typhus. En juin 1945, l'hôpital des réfugiés retourne à Strasbourg et la zone médecine de la cité retrouve une activité régulière dès le 1er octobre 1945. Après la guerre, Albert Delsuc retrouve la direction de la cité, mais sans entretien pendant des années, la cité est dans un piteux état, au point qu'il l'appelle la cité gouttière. Avec l'énergie et le sens de l'organisation qu'on lui connaît, Delsuc se lance dans d'énormes travaux de réflexion. Dans son esprit, il faut donner du travail aux pensionnaires. C'est à cette époque que la politique médico-sociale de la cité sanitaire de Clervivre va évoluer sous la direction d'un éminent médecin, le docteur Henri Revol. Alors, ainsi se termine la première conférence, la première partie. Nous allons passer dans l'autre à la vie du docteur Revol. Alors, ceux qui ont survécu, vous réveillez ceux qui sont endormis. Alors, à la fin de la guerre, donc, Albert Delsuc retrouve la direction de la cité. C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, la cité gouttière. Elle retrouve sa vocation première, les soins aux blessés du poumon, et particulièrement aux tuberculeux. Elle va révéler, comme elle l'a déjà fait avec Delsuc, Haussmann, Forestier, une personnalité hors du commun, le docteur Revol. Un grand médecin injustement oublié. Sa vie et son rôle au sein de Clervivre. Alors, le docteur Revol est né le 6 novembre 1913 à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. C'est le fils d'un médecin, Louis Revol, et de sa mère, Féraud Emma. Il est mobilisé en 1939, il est fait prisonnier. En novembre 1940, il est libéré, mais il a contracté la tuberculose. Bien que souffrant de la tuberculose, il fait ses études de médecine. Il est admis comme interne au sanatorium des étudiants. C'est pour dire si le problème de la tuberculose était important, parce qu'il y avait des établissements pour permettre aux étudiants de faire leurs études, et des étudiants tuberculeux. Et lui se spécialise dans la lutte contre la tuberculose et devient médecin des services antituberculeux. Le 13 janvier 1945, le docteur Revol est recruté à la cité sanitaire de Clervivre comme médecin adjoint par la société La Maison des Blessés du Poumon. Il s'impose très vite par ses qualités professionnelles et son charisme. En décembre 1946, il est nommé médecin-chef de Clervivre. En 1949, il est désigné comme médecin des dispensaires de la Dordogne. À Clervivre, il fera toute sa carrière en qualité de médecin-chef, puis médecin-directeur. Il réalise la reconstruction morale après l'occupation, en collaboration avec Albert Delsuc, qui s'occupe de la reconstruction matérielle. Vous voyez que c'est un binôme de grande qualité. Les deux hommes doivent, à la demande de la santé publique, transformer Clervivre en sanatorium. Il est par ailleurs délégué pour Clervivre de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre de Dordogne. Il est président section Dordogne et section Clervivre de la FNBPC. Son action à Clervivre, un grand médecin, un remarquable organisateur. Alors, de la lutte contre la tuberculose, il va se diriger progressivement vers la lutte contre le handicap. Vous voyez que les soins médicaux et la rééducation, plus la reconversion, eh bien, va conduire par les moyens d'arriver au but final, c'est-à-dire le retour à la vie normale par le travail. En 1947, c'est l'ouverture du centre de rééducation en post-cure annexé au sanatorium, qui a été installé dans le bâtiment des magasins généraux. C'est une entité homogène mais interdépendante, c'est-à-dire le sanatorium et les centres de rééducation, tout cela fonctionne en symbiose. Le reclassement social commence dès l'entrée au sanatorium. L'idée, c'est qu'il ne va pas y rester éternellement, mais par le travail, il va retrouver sa place dans la société. Une pré-rééducation organisée, eh bien, acquisition de connaissances scolaires, parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne sont pas d'un haut niveau scolaire,
acquisition de la dextérité manuelle pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'entraîner dans la manipulation d'outils notamment, et l'enseignement général. Il s'agira de préparer à 10 activités professionnelles qui sont proposées ainsi aux malades ou à ceux qui sont pensionnaires. L'horlogerie, le rhabillage, la comptabilité, dessin industriel, mécanique auto, mécanique moto, prothèse orthopédique, infirmier de SANA, jardinage, lunetier. Pour mieux connaître son rôle, lisons Vivre, la publication mémoire de la FNBPC qui relate en 1957 le congrès international organisé à Clairvivre et le rapport sur le fonctionnement médico-social en 1964 de la cité sanitaire. Ces documents permettent d'apprécier l'évolution de la cité sanitaire dans le domaine médico-social. Voyez, Vivre d'octobre 1957, congrès international à Clairvivre. 17 nations étaient représentées à la semaine d'études sur la réadaptation professionnelle des tuberculeux. Le congrès international de 1957, 17 nations participent à la semaine d'études. Voyez, donc Revol, Albert Delsuc, à votre grand-mère, hein, et Samuel. Delsuc n'était pas très petit, mais ça vous donne un peu une idée de la taille de Revol. 73 quand même. Ah bah oui, merci, c'est ce que je fais. Donc je suis pas quand même je suis quand même pas un hobbit. Non, mais c'est pour donner une idée de la taille de Samuel et de Revol. Hein. C'était des sacrés gaillards. Hein. Et Armand Delsuc à droite. Le docteur Revol y explique le fonctionnement de Clairvivre, en particulier le centre de rééducation. Le rapport sur le fonctionnement médico-social 1964. Alors en 1964, la cité sanitaire s'organise le sanatorium, avec des services spéciaux diabéto-physiologie, des services communs, radiologie, laboratoire dentiste, en baisse d'activité du fait du succès de la thérapie médicamenteuse. Le centre de rééducation au post-cure et l'atelier d'aide par le travail. En 1961, pour son action remarquable, en qualité de médecin directeur, le docteur Revol reçoit la prestigieuse décoration de la Légion d'honneur. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur, décoration remise par Maurice Samuel. Le docteur Revol, Albert Delsuc, Samuel. Albert Delsuc meurt le 26 février 1962. Maurice Samuel est le nouveau président de la FNBPC. À partir de 1966, la SMBP et le docteur Revol créent un centre d'aide par le travail, CAT, destiné à accueillir des personnes handicapées adultes. Le CAT s'agrandit progressivement au détriment du sanatorium où les malades sont heureusement de moins en moins nombreux. Maurice Samuel meurt en 1977, lui succède Georges Morizio. Le docteur Revol quitte la cité sanitaire le 31 mai 1978. Il s'éteint le 21 juin 2006 à Beaune, en Côte d'Or. Disparaît ainsi celui qui aura conçu, organisé et mis en œuvre la politique médico-sociale de Clairvivre pendant plus de 30 années. Le sanatorium est fermé définitivement en avril 1980. Suite à d'importantes difficultés financières, la SMBP doit abandonner la gestion de Clairvivre à l'établissement public départemental. Celui-ci est constitué le 1er avril 1980. Et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il fonctionne un peu toujours sur les mêmes principes qui avaient été élaborés et mis en œuvre par le docteur Revol. Le CAT, les SAT, le Centre de rééducation professionnelle, le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Des activités commerciales, voilà. Je vous remercie de votre attention.